La RDC poursuit son bon nombre de chemins sous la voie de la stabilité du cadre macroéconomique. C'est ce qu'annoncent les comités de conjoncture économique. Le membre de ces comités était réuni ce mercredi autour du Premier ministre. Et puis l'Union européenne réaffirme leur attachement au principe de transparence durant le processus électoral et dit aussi attacher une importance particulière à la création de conditions permettant la tenue des élections dans les zones des conflits. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le paramètre du cadre macroéconomique de la RDC sont globalement stables. C'est ce qui indique le membre du comité de conjoncture économique réuni ce mercredi autour du Premier ministre Samalou Kondé. Le comité a réitéré la décision du gouvernement de suspendre tout contrôle économique pour permettre que les festivités de nativité et de fin d'année se passent sans difficulté. Oui, nous étions réunis autour du Premier ministre pour la réunion de conjoncture économique et examiner les principaux paramètres macroéconomiques de notre pays. Et nous avons constaté que les principaux paramètres macroéconomiques, notamment le taux d'inflation, restent stables, le taux de change aussi. Nous avons examiné aussi l'évolution de notre position de réserve et nous avons constaté que nos réserves sont en augmentation constante. Nous avons également discuté des questions de la fin de l'année, notamment des questions qui sont liées au stock de carburant. Et nous avons constaté que le stock reste suffisant et que le manque à gagner a diminué et nous sommes progressivement en tendance de la vérité de prix. Cela est déjà effectif à l'Est, il reste la partie ouest. Nous avons également examiné la question des colis de fin d'année pour les travailleurs. Le ministère du Budget nous a confirmé que le travail est en cours de finalisation. Il a été également question de la rétrocession aux provinces. Nous avons été informés par le Premier ministre que le ministre du Budget et le ministre des Finances sont actuellement en atelier avec les ministres provinciaux des Finances et du Budget des provinces au niveau de la ville de Lubumbashi pour examiner en profondeur la question de la rétrocession aux provinces parce qu'on voulait aussi la régulariser. Voilà un peu globalement les points que nous avons touchés au courant de ce long conseil de conjoncture. Oui, la mission de contrôle telle que le Premier ministre l'avait lancée était déjà faite et en cours, ce qui a permis de stabiliser les prix au jour d'aujourd'hui. Mais le comité de conjoncture a décidé, sur proposition du Premier ministre, de renforcer ces mesures en suspendant les contrôles économiques pendant la période des fêtes pour permettre à ce que les commerçants puissent appliquer de faibles prix sans tracasserie. Et puis la ville de Cape Town en Afrique du Sud accueille le Forum mondial sur la science qui se tient cette année autour du thème principal, la science pour la justice sociale. À cet événement qui fait partie des principaux événements mondiaux consacrés au rôle de la science dans la société, le chef de l'État Félix Tshisekedi a été représenté par le ministre de la Recherche scientifique, Maître José Panda Kabangu. Commentaire Dieudonné Bouanali. La ville de Cape Town, en Afrique du Sud, accueille le Forum mondial sur la science, qui se tient cette année autour du thème principal, la science pour la justice sociale. À cet événement, qui fait partie des principaux événements mondiaux consacrés au rôle de la science dans la société, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a été représenté par les ministres de la Recherche scientifique et innovation technologique, Maître José Panda Kabangu. Ce dernier a dénoncé haut et fort au nom du président de la République à la cérémonie d'ouverture présidée mardi 6 décembre 2022 par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, l'agression de la République démocratique du Congo, sa chère patrie, par les Rwandais. Dans son discours devant plus de 1000 participants ici de tous les coins du monde, il a expliqué qu'alors qu'elle est confrontée aux défis auxquels fait face toute l'humanité, notamment sanitaire et climatique, la RDC est victime d'une agression par les Rwandais avant de faire le plaidoyer pour le retour de la paix à l'Est. A noter que le Forum mondial sur la science a vu le jour en 2009. Autre chose, présenter les opportunités d'investissement qu'offre le secteur minier de la République démocratique du Congo aux opérateurs économiques du Japon. C'est ce qui a fait l'objet de la mission officielle qu'effectue la ministre nationale de Mines Antoinette Samba. Le responsable de service de son ministère et les task force de la présidence dans cette partie du continent indien où la rencontre avec le gouvernement japonais est prévue dans leur agenda. Blandine Bompala.
C'est depuis dimanche 4 décembre 2022 qu'une délégation du ministère des Mines de la République démocratique du Congo, conduite par la ministre des Tutelles, Antoinette Somba Kalambaye, séjourne au Japon dans le cadre d'une mission officielle qui consiste à présenter les opportunités d'investissement qu'offre la RDC dans les secteurs miniers aux opérateurs économiques japonais. Sur place, Antoinette Somba a tout d'abord présidé le mardi 6 décembre une réunion à l'ambassade de la RDC au Japon avec les différents responsables des services spécialisés de son ministère qui l'accompagnent dans cette mission et les task force de la présidence. Il faut dire que c'est une réunion préparatoire en prélude de la rencontre bilatérale avec les membres du gouvernement nippon qui compte investir en RDC dans les domaines miniers. Aussi, il est prévu la signature de la déclaration conjointe entre le ministère des Mines de la RDC et celui de l'économie, commerce et industrie du Japon. Dans cette même optique, la patronne des mines prévoit une réunion avec le chef d'entreprise dont Toyota, Tucho, ainsi qu'une visite guidée à l'entreprise Hitachi au pays du soleil levant. Et puis, dans le cadre de l'initiative du chef de l'État pour encourager l'entrepreneuriat de jeunes et de femmes, son premier lauréat de cette initiative ont reçu un financement de 5 000 $ du gouvernement. L'annonce a été faite lors de la remise des prix aux lauréats par le chef du gouvernement, Sam Lukonde, qui représentait le président de la République dans cette cérémonie organisée par le EPME en collaboration avec la fondation Tony Elumelu. L'initiative présidentielle pour l'entrepreneuriat des jeunes et femmes vise à contribuer au développement du secteur privé en RDC ainsi que les entrepreneurs congolais à travers 3 axes dont la formation, le mentorat et l'appui financier. Pour matérialiser cette vision du chef de l'État, le gouvernement a accordé un financement d'amorçage de 5 000 $ américains à chacun de 100 premiers lauréats de cette initiative. Il a signé un partenariat avec la fondation Tony Elumelu pour soutenir l'entrepreneuriat en RDC et disponibiliser tous les instruments juridiques, techniques et financiers pour la matérialisation de cette vision. Ces 100 lauréats, ça a été dit ici, sont soutenus par le gouvernement congolais. Et nous allons les découvrir sous peu. Leurs noms ont déjà défilé et chacun recevra, comme annoncé, ce financement initial de 5 000 $ par le gouvernement de la République. Et ils vont continuer à bénéficier de l'accompagnement de la fondation Tony Elumelu. Ces jeunes que nous voyons aujourd'hui, ces 100 entrepreneurs congolais, s'inscrivent dans un cadre plus large, plus ambitieux pour la République démocratique du Congo. Celui de l'initiative présidentielle sur l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. C'était l'occasion pour le chef du gouvernement de rappeler la place qu'occupent les petites et moyennes entreprises en RDC. Ces petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, jouent un rôle primordial dans les économies africaines et celle de la République démocratique du Congo en particulier. En Afrique, près de 90% des entreprises sont des PME, un niveau significativement supérieur à celui des États-Unis par exemple, à 53%, ou les différents pays d'Europe avec 65%. Les TPE et les PME donc sont aussi des créateurs d'emplois dans notre pays. 89% de la population active est employée par ces structures. Il faut dire que les instruments à rendre disponibles sont entre autres la NADEC qui s'occupe de la formation des entrepreneurs, le FOGEC qui s'occupe de l'accès au financement, la RSP qui s'occupe de l'accès aux contrats et marchés, pour ne citer que ces instruments. Tous rentrent dans le vaste programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, PRONADEC en sigle, avec ses 3 principaux axes qui s'articulent autour de la capacitation, l'encadrement ainsi que l'accès au crédit et au marché. Autre chose, le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara Linga, s'est entretenu au siège de l'église du Christ au Congo à la Gombe avec Idor Niamouké, son premier vice-président, sur les questions liées au processus électoral en cours dans le pays. Cet échange était essentiellement sur la sensibilisation à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs qui débutera pour l'heure opérationnelle 1 concernant 10 provinces le 24 décembre 2022. L'objet de notre émission ici, c'est de solliciter à l'ECC sa participation ou son accompagnement au processus électoral en cours. Et maintenant là, nous sommes au niveau de la CENI dans la grande opération
des sensibilisations pour l'enrôlement des électeurs. Le 24 décembre, nous allons commencer l'enrôlement dans ce que nous appelons à la CENI l'ère opérationnelle 1. C'est toutes les provinces du Grand Équateur, toutes les provinces du Grand Bandundu, le Congo central et la ville-province de Kinshasa. Ça fait 10 provinces. Nous allons commencer l'enrôlement des électeurs le 24 décembre et cet enrôlement ne prendra qu'un mois. Vous comprenez que la pression est très forte. Enrôler toute cette population pendant un mois, ce n'est pas une tâche facile. Voilà pourquoi nous sommes venus ici pour solliciter cet accompagnement. Et nous pensons que l'église du Christ au Congo, qui est une très grande église et qui a des ramifications partout au pays, va énormément aider la nation congolaise pour cette opération ô combien importante d'enrôlement des électeurs. L'église du Christ au Congo, comme vous savez, parmi ses rôles, c'est la transformation de la nation par l'évangélisation. Mais nous sommes très flattés pour la visite de la CENI à l'ECC et nous avons dit ouvertement que l'Église du Christ au Congo va accompagner le processus des élections que la CENI est en train d'organiser et surtout pour la sensibilisation. Donc, pour l'Église du Christ au Congo, nous encourageons de telles initiatives et que nous sommes disposés à aider la CENI. Dans le même registre, l'Union européenne réaffirme son attachement au principe de transparence durant ces processus et dit aussi attacher une importance particulière à la création de conditions permettant la tenue des élections dans les zones touchées par des conflits, y compris à l'est du pays, peut-on lire dans un communiqué rendu public ce mercredi 7 décembre. Enoch Issei. Dans un communiqué conjoint rendu public ce mercredi 7 décembre 2022, plusieurs pays partenaires de la République démocratique du Congo se félicitent de la publication du calendrier électoral et de la date de la tenue des élections générales au pays. Je paraphrase. En vue de début des opérations prévues en décembre 2022, et notamment des premières étapes du lancement effectif du processus d'identification et d'enrôlement des électeurs, les partenaires réaffirment leur attachement au principe partagé de transparence, de liberté, d'inclusivité et d'impartialité à chaque étape de la préparation des prochains scrutins afin de garantir la participation de l'ensemble de la population aux élections, lit-on dans ces communiqués. Ainsi, ils appellent toutes les parties impliquées dans la préparation des prochaines élections, scrutins, à travailler ensemble pour surmonter les contraintes budgétaires, juridiques, sanitaires, logistiques et sécuritaires identifiées par la CENI. Ils disent aussi attacher une importance particulière à la création de conditions permettant la tenue des élections dans des zones touchées par des conflits, y compris à l'est du pays. Ces partenaires de la RDC, en outre, réaffirment leur soutien au gouvernement congolais dans l'organisation des élections transparentes, libres et inclusives, dans les délais prévus par la Constitution. En ce qui concerne l'insécurité dans l'Est, ces pays réaffirment leur solidarité aux populations victimes et leur soutien en faveur des efforts diplomatiques régionaux, notamment des processus de Nairobi et de Luanda, qui visent au cessez-le-feu, à la désescalade, au retrait et désarmement de groupes armés actifs dans le pays et à la création des conditions d'une paix durable en République démocratique du Congo. Autre chose, l'altercation entre le parti politique UDPS et UNAFEC à Lubumbashi causant 2 morts et 3 blessés. La question a fait l'objet d'une bonne partie du Conseil de sécurité provincial extraordinaire présidé par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kaboula. Tout en déplorant cette situation, le Conseil a appelé la population au calme et à vaquer librement à ses occupations. Suivez le porte-parole du gouvernement provincial dans cet extrait choisi par Fiston Oleko. Il s'est tenu un conseil extraordinaire de sécurité sous l'égide de son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga sur les événements qui ont marqué la journée de ce lundi 5 décembre 2022 à Lubumbashi, suite au malentendu entre militants de 2 partis politiques au quartier Bongonga dans la commune de Kampemba. Le Conseil de sécurité déplore ces violences qui ont occasionné la mort de 2 personnes et 3 blessés, ainsi que les troubles à l'ordre public
et du bon fonctionnement des activités commerciales dans la ville de Lubumbashi. Le Conseil de sécurité rassure toutefois la population entière que les services de sécurité ont rétabli l'ordre et félicite les citoyens épris de paix et de valeurs civiques qui ont refusé de répondre à l'appel de violence. Le Conseil de sécurité appelle au calme les Louchoises et Louchois et met en garde toute personne qui se rendra coupable de violence, de discours de haine et de division. Le gouverneur de province, son Excellence Jacques Kabula Katwe, présente ses condoléances les plus émues aux familles éprouvées. Enfin, le gouverneur de province invite la population à vaquer à ses occupations en toute quiétude. Et puis en sport, la Ligue nationale de football a annoncé que le club congolais engagé au championnat de la Vodacom League devra se prendre en charge pour le déplacement si le gouvernement ne décaisse pas le frais pour ces derniers. C'était au cours d'une conférence de presse organisée au siège de cette instance fêtière du championnat congolais dirigé par Bosco Mweu Blaise Kouzola. Durant chaque saison, notamment celui du financement des déplacements de clubs causant même l'invraisemblable arrêt du championnat la saison dernière, la commission de gestion de la Ligue nationale de football, la LINAFoot, à travers son président Bosco Mweu, a révélé sa détermination, sa raison et son obligation afin de poursuivre la 28e édition de l'élite nationale jusqu'à son épilogue. Lors d'une sortie médiatique le lundi 5 décembre dernier, Bosco Mweu n'a pas caché ses intentions de bien faire les choses cette saison afin de redorer l'image du football national. J'ai mal quand il faut que je parle de ça. Je crois que la saison passée, tout le monde a regretté le fait que le championnat n'est pas allé jusqu'au bout. Et ce n'est pas une bonne image du pays que nous avons véhiculée. Nous avons repris cette saison avec des ambitions, avec une détermination, telle que nous voulions commencer et terminer la saison sans arrêt, en dehors des arrêts dus aux compétitions internationales ou africaines, mais nous voulions effectivement aller jusqu'au bout. Dans la même résolution, Bosco Mweu dit que le club sera dans l'obligation de se prendre en charge au moment où le gouvernement ne débloquerait pas à temps le moyen pour financer leur déplacement, sachant qu'il y a également le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, auquel la sélection congolaise A-Prime est engagée au mois de janvier 2023. Madame, Messieurs, maintenant la page internationale. Le roi marocain Mohamed VI a approuvé un programme d'investissement d'un montant de plus de 12,285 milliards de dollars en faveur de la transition verte du royaume présenté par le groupe OCP le 3 décembre 2022 au Palais Royal de Rabat sur la période 2023-2027. Le groupe OCP, premier producteur et exportateur africain d'engrais phosphate, va conduire une transformation inédite du secteur agricole marocain guidé par les énergies vertes. Edouard Funda. Le Royaume du Maroc a réaffirmé sa confiance au groupe OCP dans la conduite du plan Maroc Vert, un programme agricole volontariste issu de la vision du roi Mohamed VI. Le souverain marocain a validé un accord d'investissement d'un montant de plus de 12,285 milliards de dollars en faveur de la transition verte de son agriculture à travers le groupe OCP. Sur la période 2023-2027, le groupe OCP, premier producteur et exportateur africain d'engrais phosphatés, va conduire une transformation inédite du secteur agricole marocain, guidé par les énergies vertes. Le plan Maroc Vert, stratégie de développement intégré de la filière agricole marocaine, affiche un solide bilan de près de 15 ans d'implémentation. Lancé en 2008 sur instruction du roi Mohamed VI, il a positionné l'agriculture en véritable pilier de l'économie marocaine. À date, le secteur agricole et de la pêche représente plus de 14% du PIB du pays, en hausse de 7% en 2022.
S'appuyant sur la qualité de son partenariat avec le groupe OCP, le Royaume du Maroc a l'ambition d'assurer l'accompagnement de 600 entreprises industrielles marocaines et de la création de 25 000 emplois directs et indirects. La stratégie de transformation agricole 2023-2027 vise la réalisation d'un taux d'intégration locale de 70% dans la chaîne des valeurs agricoles. 2 tiers de passagers et de marchandises voyagent par route à Madagascar, ce qui en fait le premier mode de transport du pays. Aussi, investir dans les routes, c'est faire preuve d'une économie intelligente, d'où le lancement de travaux de construction de la première autoroute financée à 924 millions de dollars sur 4 ans qui va relier Antananarivo à Taomasina. Edouard Funda. 2026, Madagascar sera doté de sa première autoroute selon le gouvernement. Pour joindre la parole à l'acte, les autorités routières malgaches ont effectué la pose de la première pierre dans la commune d'Itala Tavolonondri, longue de 260 km. Cette autoroute financée par le gouvernement malgache et les bailleurs de fonds à hauteur de 924 millions de dollars va relier la capitale Antananarivo à Taomasina. Cette première autoroute malgache comprendra 4 intersections, des voies avec un échangeur à Antananarivo, un échangeur à l'intersection de la route nationale 4, un échangeur à Brickaville, un échangeur à Taomasina, 4 bretelles reliant Ambatondranzaka et 2 autres vers Brickaville. Elle permettra de désengorger la route nationale numéro 2 où en moyenne 1200 véhicules circulent au quotidien. L'impact direct de la nouvelle autoroute sera bénéfique à l'activité économique, notamment dans les secteurs manufacturiers et industriels, et des milliers d'emplois de services vont être créés. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. La RDC poursuit son bon nombre de chemins sous la voie de la stabilité du cadre macroéconomique. C'est ce qu'annoncent les comités de conjoncture économique. Le membre de ces comités était réuni ce mercredi autour du Premier ministre. Et puis l'Union européenne réaffirme son attachement au principe de transparence durant le processus électoral et dit aussi attacher une importance particulière à la création de conditions permettant la tenue des élections dans les zones de conflit. Vous l'avez suivi dans ce journal. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.